L'invité de la matinale, on va rester sur ce continent sud-américain, dans cette Amérique latine. Le 3 janvier, les États-Unis exfiltraient le président vénézuélien au mépris de la souveraineté du pays et du droit international. Cette opération est-elle l'expression d'une nouvelle politique des États-Unis en direction de l'Amérique latine? On en parle avec l'ancien ambassadeur de France à Caracas, aujourd'hui président de la Maison de l'Amérique latine. Jean-Marc Laforêt, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu oui à l'invitation de Radio Classique. Pour commencer, quel regard portez-vous sur cette opération lancée par les États-Unis au Venezuela? Les États-Unis renouent-ils avec les pratiques qui appartenaient plutôt aux années 70 et 80 et qui avaient fait la réputation de la CIA? Je crois qu'à cette question, la réponse est assez évidente, c'est oui. Oui, et tout ça a été annoncé par M. Trump. Il y a un effet de surprise parce que c'est une opération quand même qui a sidéré beaucoup de gens. Mais quand on lit le document de doctrine sur la stratégie nationale, c'est très clairement une volonté de reprendre la main sur l'ensemble du continent latino-américain. Main qu'ils avaient quand même commencé à perdre à partir de 2001, après les attentats du 11 septembre, étant concentrés dans d'autres régions du monde. Donc ils ont un peu desserré leur contrôle de la région, et d'autres acteurs sont arrivés, puisque la géopolitique a aussi l'horreur du vide, et donc, et notamment la Chine a beaucoup progressé, et en 25 ans, la Chine est devenue pratiquement le premier partenaire commercial de tous les pays d'Amérique du Sud. On va y revenir sur cette présence chinoise sur le continent sud-américain. Avant cela, revenons sur les motivations américaines, parce que certes, vous l'avez dit, Trump avait annoncé ses intentions très en amont de cette opération. Il avait intercepté des navires qu'il soupçonnait de trafic de drogue. Donc la drogue était un argument pour s'en prendre au Venezuela. Et puis très vite, l'argument pétrolier a été avancé. Quelles sont les réelles motivations des États-Unis? C'est ce que vous indiquez. En réalité, la drogue d'argument est devenue un prétexte. Et d'ailleurs, c'était assez confondant de voir qu'au même moment où M. Trump disait mener ce combat au nom de la lutte contre le narcotrafic, il libérait un ancien président hondurien, condamné par la justice américaine à 45 ans de prison pour s'être rendu complice de l'importation de 400 tonnes de cocaïne aux États-Unis. Donc, c'est pas très sérieux. Et d'ailleurs, ce qui est également pas très sérieux, c'est que dans l'acte d'accusation qui a été rendu public il y a un jour ou deux, la principale accusation qui faisait de M. Maduro le chef d'un cartel, rebaptisé le cartel des Soleils, qui est une distinction des militaires, a été abandonnée, alors que c'est pas commencé. Donc, je pense que c'est un prétexte. Et M. Trump a d'ailleurs ce mérite, c'est d'être très clair dans ce qu'il a envie de faire. Il n'y a pas de ce point de vue-là de double langage. Il suffit de l'écouter, ce qui est peut-être parfois on le fait insuffisamment. Et donc, il indique sans aucun problème, avec un relatif cynisme, que le problème c'est le pétrole. C'est ni la démocratie, ni le narcotrafic. C'est la mauvaise gestion. On va revenir sur cette mauvaise gestion des ressources immenses, des ressources pétrolières du Venezuela. Mais vous, Jean-Marc Laforêt, qui avez été ambassadeur au Venezuela, ambassadeur de France, est-ce que vous estimez que le procès qui est fait à ce pays et à son chef d'État, son ex-chef d'État, est justifié ? Est-ce que c'était une dictature? Est-ce qu'on y enlevait? Est-ce que la pauvreté est responsable du départ de 8 millions de personnes? Est-ce qu'il méritait son sort, en quelque sorte? Moi, je vous répondrai qu'il faut regarder les choses comme un petit peu avec un petit retour en arrière. Hugo Chavez, qui était le premier président bolivarien, donc c'est l'étiquette qu'ils se sont donnée du Venezuela, a été élu à la fin de l'année 1998, et avec une très forte majorité. Et à cette époque, les Nations Unies, pas lui-même, les Nations Unies considéraient qu'il y avait au Venezuela, qui était déjà donc un pays très riche, 72% de la population qui vivait en dessous du seuil de pauvreté. Donc ces problèmes ne sont pas nouveaux. Monsieur Chavez, dans les 10 premières années, enfin en gros jusqu'à sa mort, a bénéficié d'une conjoncture économique très favorable, puisque le prix du pétrole en moyenne était à $100 le baril. Ça, plus son charisme, avec ses recettes, il a effectivement fait de la redistribution sociale massive. On peut considérer que tout ça, en termes économiques, était un peu à courte vue. Et ils se sont retrouvés complètement déshabillés en 2014, après la mort de Chavez, quand les prix du pétrole ont été divisés par 2. Et ensuite, il y a eu les problèmes politiques à l'intérieur du pays. Donc il y a une dérive très nette à partir de 2013, et qui a conduit ensuite à ce régime à devenir de plus en plus autoritaire, à employer la répression, et puis à ne pas respecter, semble-t-il, le résultat de la dernière, au moins, pour en rester là, le résultat de la dernière élection présidentielle, parce que quand on ne veut pas montrer les résultats, c'est que ces résultats ne sont pas conformes à ce que vous racontez.
Comment vous expliquez, Jean-Marc Laforêt, le choix des Américains de s'appuyer sur l'entourage de Nicolas Maduro pour gérer la transition, alors qu'il y avait au moins 2 figures d'opposition très visibles au niveau international. Il y avait d'abord Maria Corina Machado, la prix Nobel de la paix, qui a annoncé hier qu'elle était prête à partager son prix Nobel avec Donald Trump, et puis l'ancien président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, avec son physique de jeune premier, très courageux. Ces deux-là ne figurent pas dans le casting. Comment l'expliquez-vous ? Je dois vous dire, bon, maintenant on digère un peu l'information parce qu'elle remonte déjà à 3-4 jours, mais pour moi c'était une surprise. Je pensais que ça allait être le schéma assez classique où finalement on contribue à renverser un gouvernement et on fait rentrer les gens de l'opposition pour s'appuyer sur eux pour mettre en place une nouvelle politique. Et c'est pas ce qui se passe. Bon, il y a 1000 spéculations. Moi, mon analyse, je suis pas le seul à la faire, c'est que vraisemblablement, M. Trump a considéré que Mme Maria Corina Machado et ses amis de l'opposition, enfin, la frange la plus radicale de l'opposition, qui est très Trumpiste, c'est ce qui paraît paradoxal, en réalité n'a pas les moyens de contrôler l'appareil d'État, enfin ce qu'il en reste de l'appareil d'État, qui est essentiellement l'appareil d'État répressif, l'armée, la police, les services de renseignement, les collectifs paramilitaires, etc., tout ça. Et que, bon, ma foi, si on pouvait arriver à faire le travail par ceux qui sont aux manettes, c'est encore mieux. C'est d'un immense pragmatisme ou d'un immense cynisme ? Si ça marche, c'est une brillante réussite. Mais est-ce que ça va marcher ? C'est un peu sans précédent dans l'histoire, où finalement, vous demandez aux gens qui sont en place de changer de politique, de vous mettre dans la main de l'agresseur et de faire sa politique à lui. C'est un immense paradoxe. Et donc, la femme forte du Venezuela, elle s'appelle Rodriguez aujourd'hui. Elle s'appelle Delcy Rodriguez. Oui. C'est la vice-présidente et qui connaît bien les affaires pétrolières. Elle connaît beaucoup de choses, mais elle a même étudié en France, je pense. Elle parle notre langue, etc. Mais oui, elle connaît bien les affaires pétrolières et vraisemblablement, elle a été une des responsables d'un début de redressement. La production s'était effondrée. Moi, quand j'étais au Venezuela, donc il y a une douzaine d'années, la production moyenne était de 2 700 000 barils par jour. Elle s'est effondrée ensuite. Elle était tombée à moins de 500 000. Là, elle est à 900 000. Elle avait un peu contribué à remonter la pente. Donc, c'est une pragmatique. Après, le problème, c'est très compliqué. C'est quels sont les équilibres internes au régime en place, parce qu'il y a différentes fractions, différents courants, et puis il y a le rôle incontournable des militaires. Est-ce qu'il faut s'attendre à des élections ? Est-ce qu'il faut s'attendre à des élections dans les mois qui viennent ? Ce qu'a dit M. Trump, c'est pas une priorité. C'est pas le moment. Si on respecte, mais bon, on a pris beaucoup de liberté depuis longtemps avec ça, si on respecte la Constitution, Mme Delcy Rodriguez ne peut rester que 6 mois. 3 mois renouvelables. Jean-Marc Laforêt, ancien ambassadeur de France au Venezuela, puis en Colombie, aujourd'hui président de la Maison de l'Amérique latine. Cet épisode du Venezuela, il ouvre une nouvelle page dans la politique américaine en Amérique latine. À quoi elle va ressembler cette politique ? On a d'un côté les fans de Donald Trump, Javier Milei. On a le président du Salvador aussi, qui a mis en prison tous ces truands tatoués. Donc tout ça, ça plaît beaucoup à Donald Trump. Qu'est-ce qu'il va faire dans cette Amérique latine-là ? Alors, peut-être juste avant de répondre, ce que vous indiquez, c'est qu'en plus, disons, les amis ou les alliés, ceux qui aimeraient être les alliés de Donald Trump, se renforcent. Récemment, il y a eu l'élection présidentielle au Chili, où pour la première fois depuis la chute de la dictature de Pinochet, quelqu'un qui se revendique de l'héritage de Pinochet a été élu. C'est quand même une grande première. Il y a eu, M. Milei a remporté des élections locales l'année dernière également. Ce courant-là se renforce. En Équateur aussi, au Honduras. Enfin, vous voyez, il reste finalement. Ce sont des cycles. Il y a eu une décennie où la plupart des gouvernements étaient de gauche. Enfin, je ferme les guillemets, puisque ça allait d'une gauche très modérée au Chili avec Mme Bachelet jusqu'à Chavez. D'où le tropisme de la gauche française pour le continent pendant cette période. Il faut dire que c'était une période aussi d'expérimentation. Il y avait, l'Amérique latine a toujours été une terre de rêve pour que ce soit dans la politique ou dans d'autres, dans les arts, dans la littérature, etc., le réalisme magique. Bon, alors. Est-ce que M. Trump va réussir son opération ? J'en sais rien, mais en tous les cas, il va la tenter. C'est clair que pour lui, après le Venezuela, je pense que c'est Cuba qui est parce que Cuba est une obsession pour les Américains. Comment se fait-il qu'un pays qui est un petit pays de 10 millions d'habitants, à 150 km des côtes américaines, résiste depuis 63 ans, 64 ans à un blocus ? Ils ont toujours le traumatisme de la baie des cochons, les Américains, ils y pensent toujours ? Je pense qu'ils y pensent toujours. C'est toujours une humiliation pour l'armée américaine ? Je pense, et donc il faut effacer ça. Alors là, maintenant, il a 2 solutions. S'il est patient, il attend que le contre-coup, finalement, de ce qui vient de se passer au Venezuela, parce que Cuba est dans une situation économique catastrophique. Les derniers qui les aidaient encore un peu, dans la mesure de leurs moyens qui étaient également réduits, c'était les Vénézuéliens. Je pense que si M. Trump
mettre dans ses exigences, arrêter d'aider Cuba. Et donc la situation va devenir très compliquée. Il y a une autre méthode que l'enlèvement ou l'exfiltration de chefs d'État qu'on n'aime pas, c'est finalement de discuter avec eux. C'est ce que va faire Trump avec le président colombien qui va aller le voir. Dites-nous un mot sur la possibilité de cet entretien et de cette entente, parce qu'on a affaire à deux profils totalement différents. Oui, alors moi je pense que c'est une bonne nouvelle, cette annonce des deux présidents de cette volonté de se rencontrer et de M. Petro d'aller à Washington. Je pense que c'est bien parce que la fuite en avant n'amènera rien de bon. La Colombie est quand même un pays qui a 2200 km de frontière avec le Venezuela. Vous pouvez pas stabiliser le Venezuela sans l'aide de la Colombie. En plus, il reste encore des guérillas importantes qui ont une base arrière au Venezuela. C'est l'intérêt à la fois des Américains et des Colombiens d'éliminer cette guérilla. Donc il y a un terrain d'entente possible. Et donc je pense que... Mais M. Petro ne lâchera pas non plus sur la souveraineté nationale de son pays, parce que c'est son ADN à lui, c'est normal. Et beaucoup de Colombiens le suivent sur cette voie-là. En plus, il va y avoir prochainement des élections importantes au mois de mars en Colombie, une élection présidentielle en mai-juin. Donc les électeurs et le peuple colombien aura les moyens d'entendre les différentes propositions. Mais moi je pense que c'est possible qu'il y ait En plus, la présence américaine en Colombie est très très importante. Pendant longtemps, c'était le troisième budget d'aide militaire américaine au monde, après Israël et l'Égypte. Avec la lutte contre le trafic de drogue. Avec des milliers d'Américains. Moi, j'étais donc là-bas, à un moment donné, il y avait 3000 Américains dans le pays. Il y a une série qui raconte ça très bien, c'est Narcos. Et dans tous les bureaux du ministère de la Défense, il y avait un Américain, ils y sont toujours. Il y a une très bonne... Un dernier mot, Jean-Marc Laforêt, et pas des moindres. Guillaume Tabar a parlé de ce traité du Mercosur, à côté duquel la France a décidé de passer. Quelle est l'opportunité que nous loupons, l'opportunité économique ? Moi, je dirais... le sujet, je le vois plus en termes géopolitiques, et avivé par ce qui se passe en ce moment, où... l'Amérique latine comme l'Europe va être confrontée de plus en plus à un dilemme, c'est être coincé un peu comme une tranche de jambon un sandwich entre les États-Unis et la Chine. Et donc, de manière un peu conceptuelle, mais après il faut transformer ça en acte. Il y a un intérêt objectif à ce que l'Europe et l'Amérique latine s'unissent pour essayer d'offrir non pas une voie opposée, mais une voie différente et pour ne pas être soumis totalement soit à l'un, soit à l'autre, et parfois aux deux même. Donc de ce point de vue-là, cet accord est géopolitiquement, je trouve positif. Mais en même temps, comme l'a rappelé Guillaume Tabar, il est pour l'instant politiquement impossible à signer ici. Il va bénéficier à certains secteurs de l'industrie, notamment l'industrie automobile allemande, certains secteurs agricoles en France comme la viticulture, mais je comprends aussi les inquiétudes d'autres secteurs, notamment les éleveurs, parce que la concurrence sera faussée. Jean-Marc Laforêt, au micro de Radio Classique, ancien ambassadeur de France au Venezuela et en Colombie, président de la Maison de l'Amérique latine, qui cette année célèbre ses 80 ans avec un très riche programme de rencontres, d'expositions et de colloques à découvrir sur place et sur le site de la Maison de l'Amérique latine que vous trouverez sur Internet sans problème. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le président, merci et à bientôt.